Bonjour à nouveau et bienvenue à cet après-midi de conférence pour cette deuxième journée du AL Green consacrée à la biodiversité. Merci beaucoup d'être venus. Je vous rappelle que vous pourrez revoir toutes ces conférences et toutes celles d'hier sur green.l.fr. Dans un instant, nous allons parler avec Marie-Stéphanie Servos du L d'écoféminisme. Hier, Erin Doherty a cité une phrase que j'aime beaucoup d'Emma Goldman qui disait « Je ne viendrai pas à votre révolution si je ne peux pas danser ». Et je trouve que c'est une bonne façon d'aborder ce sujet. L'écologie et le féminisme vont de pair et sont une révolution joyeuse, un appel à respecter l'autre, à respecter sa liberté d'être. Et c'est une lutte commune, en réalité, contre l'exploitation et la domination. Je laisse donc Marie-Stéphanie en parler avec l'exploratrice et qui est mon amie Priscilla Telmont. Je suis très contente que tu sois avec nous. Et Alice Jehan, merci beaucoup du collectif Les Engraineuses. Merci beaucoup Florence et bonjour à toutes et à tous. Alors, est-ce que l'écoféminisme, ça vous parle ? Personnellement, l'écoféminisme, il y a encore quelques mois, c'était une notion qui pour moi était assez abstraite. Je me disais, qu'est-ce que l'écologie et le féminisme peuvent bien avoir à faire ensemble ? Et en fait, quand on regarde, en France, ce concept est encore assez flou, donc c'est assez difficile de savoir vraiment ce qu'il recouvre. Et quand on s'y intéresse de plus près, pourtant, c'est quelque chose de très intéressant parce que, en fait, l'écologie et le féminisme ont tout à voir ensemble. Donc, pour y voir plus clair, je reçois aujourd'hui deux personnes passionnantes. Donc, la première est cofondatrice du collectif Les Engraineuses. Merci beaucoup d'être avec nous, Alice Jehan. Et la seconde est photographe, écrivain voyageur, réalisatrice et membre de la Société des explorateurs français. Bonjour Priscilla Telmont, pardon. Donc je précise, vous êtes écrivain voyageur. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit mot sur les voyages que vous avez faits déjà ? Parlons des voyages et de l'évasion. Je crois qu'on en a besoin après tout ce qu'on est en train de vivre. Même si on parle d'écologie, ça se confronte évidemment à une chose cruciale qui est voyager comment ? Est-ce qu'on voyage en avion, en train, à vélo, à pied ? Et donc, moi, dans mon travail, j'essaye de plus en plus d'essayer de trouver de la cohérence, parce que c'est difficile. On est tous confrontés à nos incohérences, tout en tendant à essayer de faire notre part. Et donc, mes premiers voyages ont été très, évidemment, en lenteur. Moi, je suis pour la lenteur et revenir à cette décroissance à travers la lenteur. Mais je crois que le voyage à pied, à cheval, est une manière de voir le monde, d'appréhender le monde de manière absolument extraordinaire, de prendre le temps, ce qu'on ne fait plus dans notre techno-cocon où tout va très vite, où on se loge complètement dans cette technologie qui nous facilite la vie, mais qui nous endort aussi énormément. Et donc, j'ai fait beaucoup de voyages. J'ai traversé l'Himalaya à pied pour parler à travers ces voyages. En fait, les voyages ne sont qu'une excuse pour s'explorer soi-même et explorer les autres. Donc, pendant très longtemps, j'ai été un peu en scène de ces voyages pour pouvoir un peu amener les gens à s'intéresser à des sujets auxquels ils n'iraient peut-être pas forcément, parler de la communauté, évidemment, de la situation du peuple tibétain, en traversant l'Himalaya à pied et en parlant d'une femme extraordinaire, Alexandra David-Néel, qui a été une des grandes féministes de son temps, a écrit un petit recueil, pamphlet pour la vie, qui était un livre déjà extraordinairement, incroyablement féministe pour son époque, où elle défendait évidemment toutes les valeurs que l'on connaît. Et donc c'était de parler d'une femme aussi merveilleuse qu'Alexandra pour une génération qui s'intéresse peut-être un peu moins à l'exploration au féminin et puis traverser l'Asie centrale à cheval avec mon compère Sylvain Tesson. On a fait beaucoup de voyages et d'expéditions ensemble. Et puis depuis une dizaine d'années, donc on a créé avec mon compagnon Mathieu Mounsora la collection Petite Planète où on va rendre ce qui nous a été donné, donc en diffusant tout avec la formidable licence Creative Commons qui a été créée en 2001, qui ouvre une porte d'accès à la diffusion et au partage gratuitement sur Internet. Quand on utilise ces outils de manière intelligente, ça peut être formidable parce que on peut évidemment démocratiser la culture, rendre ce qui nous a été donné, sortir un peu des chemins de production classiques. Et donc, depuis 10 ans, on travaille principalement avec des fondations, des musées,
des festivals, et on produit tout nous-mêmes pour pouvoir avoir la liberté de tout redonner aux communautés que nous avons filmées. Donc je crois qu'à un moment on va avoir un petit film d'ailleurs de Justina. Donc l'idée, c'est de pouvoir filmer évidemment les rituels. Donc on a beaucoup tourné notre activité sur le sacré. Petit à petit, ce voyage d'exploration du monde est devenu un peu l'exploration de soi. Donc je me suis principalement intéressée au sacré, au chamanisme, à toutes les communautés indigènes qui ont ce lien à la terre extraordinaire, et de pouvoir les célébrer à travers des films, et toujours dans l'idée de montrer les films aux communautés avant que ce soit diffusé, pour être sûr qu'il n'y ait pas une interprétation de notre part, mais que ce soit bien ce que veulent que l'on montre les communautés qui ont été filmées. Donc c'est toujours une danse, parce que évidemment, ce qu'on fait jamais, rarement en télévision, hein, on est toujours dans des circuits très courts où on arrive, on sort de tournage, on est en montage, c'est diffusé en télévision, et ça appartient, sur des droits réservés, à la télévision. Donc les gens ne peuvent pas les utiliser, ce qui est toujours, quand on y pense un peu, pour du documentaire un peu fou. Ouais. Donc nous, on part sur un chemin alternatif de tout rediffuser sur Internet pour que les gens puissent après avoir les enregistrements et les films pour pouvoir célébrer leur culture et leur diversité. Et alors justement, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un extrait de l'un des films que vous avez tourné, et on va le regarder tout de suite, on en parlera après. Una naike samake kamalonga mbua mere ua isi na pekau bensotana en kamalonga sama taike hatibi no con sama te rabu baritia askaso akaike neo bitish ko yoshinwa yoshin viaje ko wakbo payante akaike una as casas que una na casquea. Mas que tahau que visonos. E a minha ia, aqui vinha. No comboio acá. Neo viaje que vou yoshin van neo via o isi na ibo bom swasonsko. Bom swati kopi na kaikin unange. Haskare kashke ya. Na chama de kasme. Haskasha shiko de en ko waka bo na kaikin. Na to ki shondo. Papa isiba. Hashiash. Hanato shiash hanama rakasho samatas hano papa isibo. Muraya kati. Shondo inato. Hawa bimbi shiro. Vishon rombo ya shiash. Nato kiwe. Ayahuasca. Ayahuasca, pues ayahuasca. Nato ki lishi ayahuasca, lishi. Lishi. Makuvia ki undi. Atillan mi chake, achake senesho, mi kawa mi napotai. Naposho mi umpasha shon, mami boyasa mi kuvia. Ata. Sokota ora kama. Askashno shirani. Kawa. Naskaranik sama benar tatinya no kon te sama ko ya ka ketana. Ako nasana ako nasana hai rai hoyo ne me de ko bo ne bo yo ima yontana
Harabuai, harabuai. Sawe boya no mabo, sawe boya no mabo, nde te ke penso boi. Ke pensontana, nde te ke pensontana. Nde te hako nasena, sawe boya no mabo, enka piko bubano, nde te odi piko so. Vana maboba, shena vana maboba, shena raro mabo harabuwa. No ma aibo, so no ma aibo. Yora ke we sontana, ne te ke we masoni, aron ki we wai. Chai kundi hundi burki noa hundi buk skadbi ikashbi hundi bu ndoya rao yas ndoyandi ndoyas mankandaike utsanko haindwas hundi kandaike hundi kandaike haike hundi buake nobody hundi buake ara akande chai kundi buake. Alors, c'est un court extrait. Évidemment, ce film est beaucoup plus long, mais le temps nous est imparti. Donc, j'aurais bien aimé pouvoir vous montrer plus longuement Justina Serrano Alvarez. C'est qui, justement, Alors, Justina est une chamane Shipibo, de la communauté Shipibo au Pérou, que j'ai eu la chance de rencontrer il y a maintenant 12 ans, et avec qui que je vais revoir régulièrement, parce que c'est une femme avec qui j'ai un lien très particulier, et qui est une chamane, guérisseuse, tradipraticienne, femme médecine. On peut donner évidemment beaucoup de noms à tout ce savoir des plantes que ces tradipraticiens ont développé depuis toujours. Et alors c'était au cours d'un documentaire pour Canal+, quand je travaillais encore pour la télévision et que j'ai complètement arrêté pour vraiment me consacrer à des productions alternatives et avoir aussi, on en parlait juste avant, la possibilité de ces alternatives, à quel point on a besoin d'alternatives et de sortir un peu parfois de la pensée unique et d'avoir la possibilité, grâce à ces outils, d'avoir des formats complètement différents. Donc là, on peut faire des films de 3 heures si on pense que cette parole doit être entendue de 3 heures. Et donc Justina, ça c'est un film qu'on a retourné il y a quelques années, justement dans son village, vraiment un portrait sur elle que vous pourrez retrouver donc sur petiteplanète.earth, notre maison de production. Et donc Justina, ça a été une rencontre extraordinaire parce que je faisais un documentaire sur les gardiens de la forêt. Et donc toutes les actions extraordinaires qui sont menées au Pérou par des gens qu'on dit invisibles, mais qui sont des gens dans l'action absolue et qui créent une communauté et qui sont dans cette capacité de la communauté, du lien, de retrouver cette force du vivant, de l'action et de ne pas se laisser endormir évidemment par la modernité et le monde en marche. Et l'idée était de revenir peut-être à ce savoir, évidemment, à ce lien, à cette communion avec le vivant qui nous entoure, qu'on a sans doute oublié. Et c'est vrai que toutes les communautés, tous les gens que j'ai pu avoir la chance d'entendre, d'écouter et d'enregistrer, ont tous ce même lien et cette même parole en disant « Mais qu'est-ce qui vous est arrivé ? Pourquoi vous vous êtes coupé de ce lien ? Pourquoi vous n'entendez plus votre frère arbre vous parler, la mère rivière chuchoter à votre oreille ?» Et de voir que tous les éléments autour de nous sont vivants, ont un langage, ont une parole, et avec lequel les communautés indigènes ont un lien extrêmement fort. Et donc, quand on entend une femme Hopi vous dire qu'elle parle à sa sœur Pierre, c'est pas une image.
c'est pas une métaphore, c'est vraiment quelque chose qui est totalement réel. Et c'est vrai qu'on le voit très bien d'ailleurs dans cette vidéo, le rapport de cette femme chamane à la nature, sa façon presque de communiquer avec les arbres. Ça, c'est quelque chose de profondément naturel pour ces personnes-là. C'est vrai que pour nous, citadins et citadines, ça paraît complètement... On a l'impression d'être à milieu de ça, mais en tout cas, ces gens que vous avez rencontrés, ces femmes notamment, pour elles, c'est complètement naturel. Oui, puis intrinsèquement, ça fait partie de leur vie. Elles n'imaginent pas une vie autrement. C'est-à-dire que là, quand Justina parle, et les dessins que vous avez vus, ça ressemble beaucoup, évidemment, aux dessins qu'on peut retrouver chez les aborigènes et l'explication qu'on donne du temps du rêve, où on chantait un paysage. C'est-à-dire qu'à travers un chant ou une peinture, on peut complètement retrouver son chemin. Et là, les kénés que vous avez pu voir, que Justina est en train de dessiner, et qui sont aussi la représentation du tissu traditionnel qu'elle porte, sont le monde d'une plante. C'est-à-dire qu'elles sont capables, à travers, dans le travail, en tout cas elle, dans le travail chamanique qu'elle propose, et où elle soigne sa communauté, à chaque fois, une plante est une représentation qu'elle peut avoir, un dessin qu'elle peut représenter. Et donc, rien que de le dessiner sur votre corps, vous avez l'énergie de cette plante qui vous accompagne. Et donc, il y a tout un travail de ce qu'on appelle de diète, d'une connaissance des plantes. Et c'est vrai que récemment, j'étais chez les Pygmées au Gabon, et j'ai rencontré une femme incroyable, maman Germaine, qui, elle... quand un malade vient à elle, elle ne sait pas forcément quelle plante elle va devoir donner. Ce sont les plantes elles-mêmes qui lui parlent pour lui dire qu'elles doivent être cueillies. Donc elle s'en remet directement à la forêt en demandant à ce que la forêt lui dise quelle plante elle doit cueillir pour pouvoir faire ses remèdes, pour pouvoir faire tout son travail directement de cataplasme. Et donc de le voir et d'en faire l'expérience, parce que encore une fois, on n'est pas dans le domaine de la croyance. Là, on est dans le domaine de l'expérience, c'est-à-dire de faire l'expérience de ça et de pouvoir en témoigner. Quand vous voyez une femme qui part en voyant une jeune fille, moi je l'ai vue, qui est arrivée avec une jambe gangrénée, qu'on devait opérer, qu'on devait couper. Elle est arrivée dans la forêt, elle a parlé aux arbres, elle a chanté pour les arbres. Et puis, elle a commencé à se pencher. Et puis, elle me disait, tiens, il y a cette plante-là qui me dit de l'accueillir. Et je vais voir après comment je vais la préparer. Si c'est en potion, si c'est en cataplasme. Et le temps où j'étais avec cette femme-là, cette petite fille a été guérie. Et de la voir communier comme ça avec tout ce qui l'entourait, de ne pas avoir perdu ce langage, de ne pas avoir perdu cette capacité de communiquer avec ceux qui nous entourent. Et je crois que c'est le propos aujourd'hui. Après, on parlera évidemment de tout le mouvement d'éco-féministe qui est né, et du lien social et culturel, parce qu'on ne peut pas le retirer, évidemment. Je pense que Alice pourra encore mieux nous en parler, mais c'est extraordinaire. Moi, en tant que cinéaste, je peux témoigner de ça, d'à travers le monde, de nos sœurs et de nos frères aussi. Parce que, et justement, la question que j'allais vous poser, c'est cette communion que vous avez constatée entre ces femmes et la nature. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez retrouvé aussi, en fait, dans toutes ces communautés, autant chez les hommes que chez les femmes, ou alors c'était vraiment quelque chose de, sans rentrer dans l'essentialisme en tout cas, mais féminin? Alors j'ai beaucoup documenté, j'aime énormément évidemment de pouvoir mettre en lumière des femmes extraordinaires qui font des choses sublimes, et de montrer que c'est possible, et qu'on peut se mettre en chemin et puis réouvrir nos oreilles et nos yeux à ces savoirs. Après, évidemment, les hommes et les femmes qu'on a pu filmer depuis toutes ces années ont la même démarche. Moi, c'est vrai que je suis évidemment profondément féministe pour cette égalité, à tous les niveaux, culturels, économiques. Mais c'est vrai que je ne veux pas m'opposer. Je ne suis pas dans l'opposition des sexes du tout, parce que je crois que d'abord nous avons besoin de nos chers compagnons les hommes, et qu'il y a une éducation à avoir, et que toutes ces femmes-là, elles nous disent tout le temps, c'est qu'elles éduquent leurs petits garçons, à un travail. Alors il y a beaucoup d'inégalités dans énormément de sociétés, hein. Il suffit de lire le livre noir de la condition de la femme de Christine Ockrent qu'elle a écrit il y a une vingtaine d'années. On sait très bien ce qui se passe, on le sait, on est au courant de ces inégalités à travers la planète, mais c'est vrai que dans toutes les communautés indigènes,
que j'ai documenté, j'ai pu voir à quel point déjà on est en petite communauté, une centaine de personnes, donc on règle beaucoup les problèmes. On n'est pas à une échelle comme on peut l'être d'un pays ou d'un pays comme le Brésil. Là, les communautés indigènes se rassemblent entre elles pour justement lutter contre cette folie qu'on est en train de voir de ce président que je ne nommerai pas. Et donc, il s'allie, il se sert des nouvelles technologies aujourd'hui pour que ces 250 communautés indigènes puissent être plus fortes, puissent en faire entendre leur voix et leur savoir, leur connaissance de protection et de tirer ce dont ils ont besoin simplement de la nature, mais de trouver toujours ce juste équilibre. Donc, pour répondre à votre question, oui, les femmes qui prennent soin par nature intrinsèque, elles prennent soin, elles sont là, elles prennent soin. Mais j'ai vu évidemment tant d'hommes merveilleux et qui font un travail formidable et qui soutiennent leurs femmes et qui sont présents et qui sont là dans une démarche d'égalité. Alors dans ces petits groupes humains, c'est parfois plus facile parce qu'on voit qu'il y a une parole, il y a un échange, il y a une communication. Tous les soirs, il y a souvent des réunions qui sont faites. Et que cet équilibre, dès qu'il y a un déséquilibre, on essaye de retrouver cet équilibre, justement. Et alors, vous me disiez, quand on s'est parlé avant cet échange, que justement, ces femmes que vous avez rencontrées dans ces tribus, vous leur avez posé la question de savoir si le féminisme était quelque chose qui les touchait, qui en tout cas les intéressait, et qu'est-ce qu'elles vous ont répondu ? C'est-à-dire que c'est toujours intéressant de voir la pensée intellectuelle et les théories, et puis l'action, toujours. Je pense qu'Alice va encore nous en parler avec toutes les actions qu'elle mène, mais c'est vrai que de la pensée qui a jailli dans les années 70, de ce terme d'écoféministe, à ces femmes qui le sont de par leur nature. Elles sont écoféministes de par leur nature. Donc elles théorisent pas, en fait. Elles sont pas dans une théorie. Alors certaines, bien sûr, elles vont vous dire que, évidemment, elles sont pour cette égalité, qu'elles sont pour cette attention à la terre, cette protection, que les femmes ont cette attention toute particulière et qu'on va pouvoir, évidemment, faire ce néologisme et cette distinction des hommes dominants et puis qui dominent la terre, qui dominent les femmes, que les femmes sont dans cette posture, à prendre soin. De ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu vivre, moi, à chaque fois, c'est on y va, quoi. On est dans l'action, on le fait, on n'est pas dans la théorie. On théorise pas, on n'intellectualise pas quelque chose qui doit être dans l'action. Alors, on l'a dit un petit peu au début de cet échange, c'est vrai qu'en tant que citadin et citadine, on a l'impression qu'on s'est totalement éloigné de ce qui rapproche ces femmes chamanes à la nature. Et du coup, moi, j'avais envie de savoir, l'une et l'autre, à quand ça remonte un peu votre prise de conscience environnementale qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, en fait, il faut qu'on se rapproche de cette nature. Du coup, je me tourne vers vous, Alice Juan, pour cette question. Alors, j'ai déjà eu la chance de grandir dans une famille qui était sensibilisée aux questions écologiques. Et personnellement, j'ai été amenée à m'y intéresser de façon plus professionnelle et personnelle avec la thématique des perturbateurs endocriniens, dont on parle maintenant depuis une dizaine d'années. Et j'ai eu la chance de commencer ma carrière professionnelle par un service civique dans l'association Génération Cobaye, qui sensibilise les jeunes à la question des perturbateurs endocriniens. D'accord. Et du coup, pour vous, Priscilla Zelmont ? J'ai grandi à Paris et c'était très triste pour moi d'être dans une ville. Et donc, très vite, les livres comme les films, qui sont une source d'éducation extraordinaire, ont été pour moi une source d'évasion. Et donc, je me penchais vers cette littérature de voyage qui m'a nourrie. Et depuis toute petite, très vite, d'être penchée sur ces savoirs, cette connaissance du vivant. Et de ces peuples qui n'ont pas perdu ce lien, a toujours été pour moi une source d'inspiration immense. Donc depuis enfant, par ma famille, ce lien à la terre fait partie de ma vie, quoi, complètement. Ouais. Et alors, est-ce que vous vous étiez déjà, l'une et l'autre, posé la question de savoir si le féminisme et l'écologie pouvaient avoir des liens ? Je ne sais pas lesquels de vous deux veut d'abord me répondre. Alice ? Alors justement, ça a été tardif, pour moi en tout cas. J'ai d'abord découvert le féminisme, et là encore tardivement, puisque c'est seulement quand je suis rentrée dans la vie professionnelle
que j'ai commencé à me poser sérieusement des questions et après à refaire tout le flashback de ma vie, bien évidemment. Mais j'ai commencé à me poser des questions, notamment sur la place de la femme dans le monde du travail, ce qui m'a amené notamment à découvrir Sheryl Sandberg, qui a écrit un livre merveilleux qui s'appelle « En avant toutes » et qui aide les femmes justement à progresser dans leur carrière professionnelle. Et j'ai découvert l'écoféminisme par le biais de rencontres dans mon militantisme féministe. J'ai rencontré en fait des femmes qui se déclaraient écoféministes et qui m'ont fait découvrir le mouvement, dont une femme qui est très intéressante, qui a écrit Sœurs en écologie, qui s'appelle Pascale Derme, qui est une journaliste qui réalise également des documentaires sur la question. Et c'est à partir de là donc que j'ai réfléchi au mouvement et que je me suis identifiée comme écoféministe et que j'ai créé ensuite, cofondé plutôt, le collectif Les Engraineuses. Et Priscilla Talmont, vous, c'est des questions que vous vous étiez posées ou pas du tout? Le terme, évidemment, on l'entend de plus en plus. Et puis, voilà, Alice est une porteuse de ce flambeau. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui, maintenant, utilisent ce terme. C'est vrai que, pour moi, il a toujours fait un peu partie de mon environnement, de par les femmes que j'ai rencontrées, de par les choix des films que j'ai tournés. Donc c'est vrai que ce terme-là, c'est merveilleux de voir qu'il fait maintenant partie de notre langage courant, mais j'ai jamais porté une attention particulière à ce terme, puisque j'ai toujours fait un peu le lien, c'est vrai, entre l'écologie, le féminisme, et puis bon, voilà, et toutes les actions maintenant qui sont menées par les ONG, les associations et les mouvements que l'on connaît. Ouais. Alors, c'est vrai que c'est un terme que l'on entend beaucoup, mais qui reste encore, comme je le disais au début, assez flou. C'est vrai qu'on peut se dire, c'est quoi l'écoféminisme? Est-ce que c'est la défense de l'environnement par les femmes? Est-ce que c'est la lutte contre deux types d'oppression masculine? Qu'est-ce que c'est exactement? Alice Juan, je me tourne vers vous, du coup. Est-ce que vous pourriez nous expliquer? Alors pour donner une définition très simple, puisque je pense qu'on est face à un public qui découvre un petit peu le mouvement, il s'agit de mettre en lien deux types de domination. La domination des hommes sur les femmes, ce qu'on appelle le patriarcat, et la domination des hommes en tant qu'êtres humains sur la nature. De mettre en lien ces deux types de domination et d'expliquer pourquoi justement elles ont des liens. Donc c'est un mouvement qu'on déclare traditionnellement né dans les pays anglo-saxons, où il s'est beaucoup plus développé qu'en France depuis les années en fait 70-80. Donc les années 70-80, il faut rappeler qu'on est dans un climat de guerre froide et surtout de nucléarisation. Et ce sont les femmes dans les pays anglo-saxons qui ont pris en main cette lutte donc contre la militarisation qui était en cours notamment dans la guerre froide et qui ont pris en main aussi les questions de nucléaire qui arrivaient dans les pays et qui ont donc mené des actions dont la plus connue qui est l'action du Pentagone où 2000 femmes en fait se sont réunies autour du Pentagone et l'ont entouré, ont tricoté autour du Pentagone pour justement dénoncer la nucléarisation du pays. Donc vraiment, ça s'est beaucoup développé par le biais d'actions d'abord, et je pense que Priscilla en a parlé, on a très bien parlé, c'est un mouvement d'action avant d'être un mouvement théorique. Et à partir de ces actions, il a été évidemment théorisé, toujours dans les pays anglo-saxons beaucoup plus qu'en France, par des théoriciennes donc, qui sont extrêmement connues, je vais en citer quelques-unes. On a Suzanne Griffin, Caroline Mercant et Karen J. Warren. Voilà pour une définition très basique de l'écoféminisme, mais je pense qu'on va plus développer après. Oui. Mais alors c'est vrai que quand on a échangé pour préparer cet échange, vous me disiez aussi que en fait l'écoféminisme, donc c'est un mouvement d'action, mais que ça pouvait recouvrir plusieurs réalités. Tout à fait. Alors parler d'écoféminisme, c'est faux. Puisqu'il y a plusieurs écoféminismes, il y a beaucoup de courants différenciants. Donc je pense que Priscilla vous a montré un des courants qui est un courant plus spirituel, qui est aussi beaucoup lié à la nature. On peut appeler ça un courant aussi activiste, qui réfléchit notamment donc sur les droits à la nature. On a là-dedans le concept d'écocide, par exemple, d'accorder des droits à des fleuves, à des montagnes, réfléchir aussi sur les droits des animaux, fait partie de ce courant. On nommera notamment dans l'activisme également Vandana Shiva,
qui est une des écoféministes les plus connues. Elle se bat depuis les années 80 contre Monsanto en Inde, elle pour la protection des semences paysannes et la réflexion sur les communautés paysannes et la place des femmes dans ces communautés. On a évidemment aussi l'écoféminisme théorique, puisqu'il y a des penseuses, il y a aujourd'hui des chercheuses qui réfléchissent là-dessus. Donc vous voyez que déjà on a beaucoup d'actions et de pensées qui sont différentes, qui sont en même temps liées et qui représentent la multiplicité d'un mouvement, la créativité d'un mouvement en fait qui n'est pas théorique à la base, qui est vraiment de l'activisme et donc qui se définit selon les actions menées. Et alors, il y a beaucoup d'observateurs qui disent que c'est pas possible d'être soit féministe, soit écologiste. Que en fait, c'est forcément si on est l'un, on est l'autre. Priscilla, ça vous inspire? Effectivement, c'est une pensée un petit peu étrange. On voit très bien qu'on peut tout à fait être écologiste, défendre l'environnement, lutter contre le changement climatique et ne pas penser à la question de l'égalité des sexes, ou tout du moins ne pas la lier. Et à contrario, on peut tout à fait être féministe et ne pas réfléchir, là encore, au lien avec l'écologie. Par exemple, c'est pour cela, en France notamment, que l'écoféminisme ne s'est pas développé comme les pays anglo-saxons, parce qu'en France, en fait, le courant dominant, c'est ce qu'on appelle le féminisme matérialisme, qui s'est développé après la seconde vague du féminisme dans les années 70, et qui est une réflexion sur plutôt comment atteindre l'égalité matérielle dans notre société. Comment est-ce que les femmes peuvent atteindre l'égalité avec les hommes, et comment est-ce que du coup on peut avoir une société où le genre ne serait pas une problématique. L'écoféminisme va plus loin. L'écoféminisme se demande, mais est-ce que nous vivons déjà dans une société qui peut être égalitaire, et est-ce qu'on ne peut pas inventer une autre société où on réfléchirait notamment aux valeurs de productivisme, par exemple, on peut en parler un petit peu après, plutôt que de rester dans la société qui, pour l'écoféminisme, est totalement inégalitaire. Mais alors, est-ce que c'est possible, en fait? Parce que, dit comme ça paraît vraiment... c'est un peu le paradis, la société idéale. Comment, dans les faits, est-ce qu'on peut mettre en œuvre cet idéal-là? Alors, dans les faits, il y a énormément d'actions qui peuvent être mises en place. Si on regarde l'une des problématiques les plus importantes actuellement, c'est évidemment le changement climatique et les dérèglements climatiques qu'on voit. On le voit dans les feux de forêt, on le voit là encore dans l'ouragan qu'on a eu. On voit en fait ces changements climatiques, et si on les regarde d'un petit peu plus près, on se rend compte que le genre est une problématique à prendre en compte. Alors je m'explique. Si on prend la place des femmes, elles sont totalement essentielles dans l'alimentation. Par exemple, dans les pays en voie de développement, les femmes, elles représentent 60 à 80% de la main-d'œuvre qui fournit l'alimentation. Mais au contraire, c'est la population qui est la plus fragile. Elle représente, par exemple, selon les chiffres de l'ONU, 70% des pauvres au niveau mondial. Donc elles ont un rôle essentiel, et pourtant, elles ne profitent pas de ce rôle, et elles en sont même les victimes, puisque si on prend là encore une fois les chiffres de l'ONU, sur le tsunami de 2004, qui a marqué en Asie les mémoires, où il y a eu énormément de morts, en fait, si on regarde les chiffres, 70% des victimes sont des femmes. Pourquoi ? Donc on voit là encore comment est-ce qu'on peut lier ces problématiques et comment y répondre. Alors on y répond notamment avec l'égalité, puisque les femmes, pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas accès aux ressources? Parce que par exemple elles n'ont pas le droit d'hériter. Elles n'ont pas le droit aussi à la représentativité. Si on regarde la COP 21, 8% des chefs d'État étaient des femmes. Donc elles n'ont pas de représentation. Et quand on n'est pas représenté, en fait on ne prend pas en compte vos problématiques. Donc voilà des solutions à mettre en place, à réfléchir. C'est vraiment un paradigme différent en fait à réfléchir, et qui se met très facilement en action sur des grandes thématiques actuelles. Donc une réflexion vraiment globale en fait sur tous les Exactement. Aspects. Ouais. Alors moi j'ai lu qu'il existait un écoféminisme culturel qui se réclame d'une éthique du care, et en fait je trouve ça assez dans l'actualité, j'ai envie de dire. Parce que donc, quand on parle de care, à savoir donc, des soins qui la plupart du temps sont prodigués par des femmes, on l'a vu pendant la crise du Covid, à quoi ça fait référence du coup exactement cet écoféminisme du care? Alors effectivement, c'est une question qui est extrêmement d'actualité avec le Covid.
Je pense qu'on peut commencer par une définition du care, si cela vous convient. Allons-y. Donc le care en anglais, c'est prendre soin. Et j'ai une définition qui me plaît beaucoup et qui représente pour moi vraiment ce que c'est le care. Donc elle a été faite par 2 chercheuses qui s'appellent Berenice Fischer et Joanne Tronto. Donc cette définition date de 1991. Le care est une activité générique qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre monde, en sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Ce monde comprend nos corps, nous-mêmes et notre environnement, tout élément que nous cherchons à relier à un réseau complexe en soutien à la vie. Donc vous voyez là que le care peut être extrêmement vaste. Moi, ça me rappelle en fait exactement la vidéo que l'on a vue. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Priscilla, mais c'est un peu la définition l'illustration de cet extrait. Absolument, absolument. J'étais en train de rêver un petit peu pendant que vous étiez en train de parler. Donc je reprends le fil de ce que vous venez de dire, du care. Ben oui, parce que c'est vrai que se prendre soin et d'être dans ce vivant et de retrouver notre vivacité à prendre soin, de ne plus nous endormir. Et je reprendrai encore la parole de toutes ces personnes qui me disent souvent la même chose, mais dire mais pourquoi et on peut se poser la question, vous n'adhérez plus à cette pensée un peu magique, qu'on pourrait dire magique pour nous, mais que tout est vivant et que voilà, tout est interdépendant et que forcément on a notre part permanente à essayer de faire le mieux qu'on puisse pour ne pas dégrader ce qui nous entoure, notre communauté, notre espace, et que chacun fasse sa part en n'espérant pas que ce soit l'autre qui le fasse et en n'attendant pas, en disant, on le voit d'ailleurs, mais pourquoi la France devrait être exemplaire si les États-Unis ou la Chine ne prennent pas part à tous les sommets et des décisions écologiques qui sont indispensables. On sait aujourd'hui ce qu'il faut faire, on a les outils pour le faire, on a les actions pour le faire, et pourquoi on ne le fait pas ? C'est là aussi où, moi, les communautés indigènes, à chaque fois, me disent, mais qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes sortis de cette capacité à comprendre que vous êtes partie de cette interdépendance ? Comment on peut opposer la Terre et l'humanité ? On ne peut pas l'opposer. On fait partie de cet organisme vivant, et à force de le détruire, on se détruit nous-mêmes. C'est d'une logique, c'est d'un bon sens absolu. Comment est-il possible que ce bon sens-là ne vous atteigne pas et que vous ne preniez pas soin, et donc de vous, des autres, de ce qui vous entoure, et qu'on soit dans ce consumérisme. Et donc je crois que la crise qu'on vient de vivre nous a montré que l'on peut être décroissant. On l'a vécu là pendant les 2 mois de quarantaine. La planète s'est reposée et à quel point elle a repris une force extraordinaire. On voit qu'on peut consommer moins, on le sait, on en a fait l'expérience encore une fois. Les théories sont formidables, mais encore une fois, l'expérience est tellement plus forte parce qu'elle touche les cœurs et elle permet aux gens d'être en chemin. Donc, on a vu pendant 2 mois qu'on pouvait consommer moins, qu'on peut être décroissant, et que même ce terme de développement durable, ça va pas en fait. Il peut pas y avoir de développement durable. Ça ne fonctionne pas. C'est une parole marketing qui a été créée. On doit être d'une manière ou d'une autre dans une forme de décroissance et arrêter, comme on le sait, d'être ces capitalistes et d'engranger du capital encore et encore. Il y a un moment où ça ne fonctionnera plus. Alice Jean, vous vouliez réagir ? Oui, effectivement, je suis entièrement d'accord avec Priscilla. On l'a vu notamment pendant la crise. Il y a des solutions qui existent. L'exemple qui a été le plus criant pour moi, au-delà de la consommation, c'est vraiment, en fait, on a vu la place des femmes dans notre société. On a vu la place du care. Et la place du care, en fait, on voit aujourd'hui qu'elle n'a aucune valeur dans notre société qui, comme tu le dis, est complètement basée sur la productivité capitaliste. C'est ça la vraie question que l'on doit se poser. On a vu que les emplois qui fonctionnaient, qui devaient continuer à fonctionner pour que notre société continue, c'était les emplois du care, notamment dans le métier de la santé. Et là encore une fois, si on regarde les chiffres, donc un métier de la santé qui est sous-valorisé aujourd'hui, on voit que, par exemple, 80% des personnes qui travaillent dans la santé humaine ou dans l'action sociale, ce sont des femmes. Si on parle des aides soignantes à domicile, on monte à 91%. C'est énorme.
Et ce sont des métiers qui ne sont pas valorisés aujourd'hui dans notre société. Si on prend aussi l'exemple tout simple des masques, qui a fabriqué les masques à la sortie du confinement? Ce sont les femmes. Et avec quoi? Avec la couture, qui est un art dans lequel elles ont été, là encore une fois, sous-valorisées pendant des décennies dans une construction qui est, on peut le rappeler, genrée, et qu'elles ont repris, qu'elles se sont réappropriées, on appelle ça l'empowerment, et elles ont fabriqué des masques et elles ont permis à la société de sortir du confinement quand on n'en avait pas, parce que la société productiviste ne l'avait pas prévu. Donc vous voyez encore là un exemple d'écoféminisme qui est concret, qui fait avancer la société, et une réponse, par exemple, très simple. Au Québec, il y a un système différent du nôtre, où par exemple les métiers, donc ils ont compris que les métiers étaient genrés, et les métiers genrés plus féminins, comme les métiers du care, comme les aides-soignantes, les infirmières, pour réfléchir à leur niveau de rémunération, on ne réfléchit pas en termes de métier, on réfléchit en termes de compétences. Et on va les comparer à un autre type de métier qui, lui, sera genré majoritairement masculin, et on va les mettre au même niveau. C'est ce qu'ils ont fait au Québec il y a quelques années, et en résultat, les métiers comme les rémunérations d'infirmières ont énormément augmenté parce qu'on pensait en termes de compétences et non pas en termes de secteur d'activité. Donc là encore, on a une action extrêmement concrète qu'on peut développer très facilement. Un pays l'a fait, donc on peut le faire, on voit des exemples et c'est tout à fait possible. Alors on peut le faire, ces actions, on peut les engager. Sur qui ça repose exactement? C'est les pouvoirs publics qui a la responsabilité de faire bouger les choses justement? Alors c'est une très bonne question. Effectivement, une des problématiques pour moi, c'est que l'on fait reposer sur les citoyens toute la culpabilisation de ne pas aller dans le bon sens. Par exemple, si vous ne jetez pas votre déchet dans la bonne poubelle, vous êtes coupable de ce qui se passe. Si vous-même vous utilisez des déchets, vous êtes coupable. Non, en fait, on pense en termes de société. Donc évidemment, les citoyens ont une action à mener. On l'a vu notamment auprès des lycéens qui ont pris la question en main et qui ont fait les marches pour le climat tous les vendredis. Ça, c'est extrêmement intéressant. Mais on voit aussi que nos sociétés doivent se repenser en termes d'entreprise. On voit de plus en plus d'entreprises qui réfléchissent, par exemple, à leur emballage et qui sortent de cette culpabilisation. En termes aussi de pouvoir public et de villes, de régions, de pays. On a par exemple C40s, qui sont les 40 plus grandes villes du monde, qui est engagé sur ces questions de genre et de ville. Et par exemple, dans le C40s, on a les femmes, maires des plus grandes villes du monde, qui ont créé elles-mêmes une association en parallèle du C40s pour faire avancer ces questions-là. Par exemple, Anne Hidalgo était la présidente de cette association jusqu'à l'année dernière. Donc on voit que ces questions sont prises en main, qu'elles avancent et que ça ne demande qu'à être développé. Mais c'est du coup de la réflexion uniquement ou c'est du coup du développement d'action dans le C40s? C'est du développement d'action. Par exemple, on a l'introduction par le C40s de ce qu'on appelle le budget genré. Alors c'est une question peut-être qui n'est pas connue du grand public, mais quand une ville, donc là on parle quand même des 40 plus grandes villes du monde, quand une ville décide de son budget, la question de à qui vont ces budgets n'est pas réfléchie. Elle est réfléchie peut-être en termes de communauté, comme par exemple aux États-Unis, mais pas en termes de genre. Et notamment, par exemple, sur les budgets sportifs, des équipements sportifs, on se rend compte que les équipements sportifs qui sont financés, ce sont souvent des terrains de football, par exemple, ou des terrains de rugby ou d'athlétisme. Et en fait, on voit à qui profitent en majorité à des garçons, parce que ce sont des garçons qui sont majoritaires dans ces sports. Donc vous voyez toute cette réflexion qui est mise en place aujourd'hui par les villes, comme Paris. C'est extrêmement intéressant et c'est une action totalement concrète. Donc il se passe beaucoup de choses et justement, donc je l'ai évoqué en introduction, vous avez cofondé les Engraineuses, un collectif écoféministe. Est-ce que vous pourriez nous présenter, nous en parler? Alors nous avons cofondé effectivement avec Solène Ducréto cette association en 2018. Donc nous sommes présents sur les réseaux sociaux si vous voulez chercher collectif Les Engraineuses. Nous faisons en fait des événements. L'objectif, c'est de sensibiliser le grand public
à l'écoféminisme et à ce que je viens de développer, donc les actions concrètes et comment est-ce qu'on peut réfléchir ensemble à une nouvelle forme de société plus égalitaire et plus écologique. Donc on organise des événements comme des tables rondes, des ateliers. Régulièrement, on intervient comme je le fais aujourd'hui. Et surtout, on a organisé le 29 juin 2019 le premier festival écoféministe de France à la Cité Fertile à Pantin, qui a réuni donc 1600 personnes autour des thématiques de l'écoféminisme. On a pu découvrir justement cette pluralité à travers du contenu, des chercheurs, mais aussi des ateliers créatifs, du théâtre, de la musique. On a vu toutes ces possibilités qu'offrait l'écoféminisme. Ça a été un très grand succès et ça nous a montré aussi, parce qu'on est un public extrêmement diversifié, qu'il était possible de toucher différents types de personnes. Donc là, on organise cette année la deuxième édition du festival qui aura lieu du 2 au 8 novembre. Donc on va le faire à la fois en présentiel et en digital, après selon évidemment l'évolution de la situation sanitaire actuelle. Et on a eu également la grande opportunité, en parallèle de ce festival qui va réunir donc différents intervenants, intervenantes, on a eu la possibilité d'écrire un livre qui s'appelle Après la pluie, Horizon écoféministe, qui sort le 15 octobre prochain, donc dans très peu de temps, et qui réunit en fait, là encore, comme dans le festival, puisque certaines des autrices seront présentes, à la fois du contenu de sensibilisation, des tutos, des exemples d'action, tout ce qui est possible de faire dans l'écoféminisme à travers différents chapitres qui sont liés à l'actualité, notamment le chapitre du CARE qui est bien sûr traité. Alors, pour celles et ceux qui voudraient des clés un peu plus concrètes, enfin même si c'est très concret, mais en tout cas des clés concrètes d'action, j'ai une question pour chacune d'entre vous. Priscilla Telmont, d'abord, j'aimerais savoir comment, à votre avis, est-ce qu'on peut s'inspirer de ces communautés, de ces femmes et de ces hommes que vous rencontrez et qui ont ce rapport à la nature que l'on a oublié ? Je crois que la parole qui est dite, c'est surtout d'avoir la croissance de nos disponibilités, la solidarité, de développer nos solidarités, d'avoir cette capacité. J'aime beaucoup ce terme d'engraineuse parce que finalement, l'idée de la métaphore du tissage, de semer, d'avoir des graines de conscience. Et voilà, je crois que là, d'avoir cette croissance-là de nos lenteurs, de nos capacités, de nos liens, et de croire en ces solidarités, en cette capacité de retrouver l'idée de la communauté, de savoir qu'on n'est pas tout seul et que c'est avec les autres aussi que l'on pourra peut-être changer les choses. Et donc ça, c'est vraiment, je crois, la pensée vraiment indigène, qu'on n'est pas tout seul et on fait partie du vivant. Et donc ce vivant, c'est nous. Et donc tous ensemble, c'est ensemble que l'on peut réaliser des choses et que rien n'est impossible. Souvent même en anglais, il y a des gens qui disent que I am possible au lieu de dire impossible, et donc de dire je suis possible. Voilà. Donc retrouver une certaine forme de bienveillance les uns envers les autres. Bien sûr, une bienveillance, une solidarité. Je crois que le terme même du don, du troc est quelque chose aujourd'hui qui est essentiel. Moi, je dirais pas de la décroissance, mais plutôt de hacker la croissance. Voilà, et donc d'aller vers cette idée de croissance, voilà, de nos capacités, de nos expériences, de nos dons, de nos échanges, de nos capacités de solidarité, comme on le disait. C'est là où il doit y avoir de la croissance. C'est pas dans un développement durable économique d'engendrer encore plus de capitalisme. C'est justement de faire croître ces capacités-là humaines qui sont extraordinaires. Et on a pu voir à quel point on est capable de nous adapter. On l'a vu, cette crise nous montre ça aussi, cette capacité d'adaptation, qu'on peut changer les choses et que ça ne tient qu'à nous. Et alors Alice Jehan, pour le coup, si on veut aller plus loin sur ce concept d'écoféminisme, en savoir plus, et pourquoi pas s'engager même, qu'est-ce que vous nous conseillez ? Alors je vous conseille vraiment d'être curieux, d'aller vous renseigner, de lire, d'aller dans des ateliers, d'aller au festival, pourquoi pas, vraiment de faire votre propre chemin dans l'écoféminisme. Si on souhaite un engagement concret sur une action concrète, on peut réfléchir par exemple à toute la problématique du zéro déchet, tout le mouvement anti-gaspi, qui est très important aujourd'hui, qui est un mouvement dans lequel on doit s'engager, mais qui pose aussi la question de l'égalité des tâches. Quand on pense anti-gaspi,
gaspille, on pense vie domestique. Est-ce qu'on fait ses repas au lieu de les commander ou d'acheter des plats surgelés? Est-ce qu'on fait son liquide vaisselle, etc. Et en fait, à travers cette question, c'est la véritable question de l'égalité, puisqu'en fait, qui est responsable du foyer? C'est encore en grande majorité les femmes qui font plus de tâches domestiques que les hommes. C'était encore dans le dernier sondage IFOP en 2019. Donc vraiment, vous voyez que sur une question qui semble purement écologique de réflexion de la consommation, on a une question d'égalité qui apparaît très très rapidement. Donc voilà quelque chose de très simple à réfléchir dans votre foyer. De quoi êtes-vous responsable et comment est-ce que vous pouvez partager cette responsabilité? Ça, c'est une véritable, pour moi, action écoféministe. Très bien. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci beaucoup. Il nous reste quelques minutes devant nous. Si certaines personnes souhaitent poser une question à Priscilla ou Alice. Sinon, on a un très joli chant Mapuche du Chili, si vous voulez l'écouter, voilà. Qui est un appel à la terre. Donc, c'est un tout petit extrait d'un film qui sortira bientôt. C'est comme vous voulez. Hein. Les questions sont toujours aussi. On sera là après aussi. Mais la première question est toujours la plus difficile, donc si quelqu'un a le courage. Non. Bon, écoutez, on va regarder du coup ce nouvel extrait, et c'est une bonne façon de terminer. Juste en deux mots, c'est un extrait extraordinaire d'une machi. Donc les machis sont des guérisseuses, des chamanes aussi chez les Mapuche au Chili, qui sont les communautés indigènes du Chili, qu'on connaît parfois très mal et qui ont fait partie de la révolution pour changer la constitution dans les révolutions qu'on a pu voir en novembre dernier au Chili. Et donc cette femme chante pour un rocher qui est sacré, qu'on va voir. Et ne nous spoilez pas. Pardon, non, je ne spoil pas, mais comme elle chante en mapuche, on comprend pas forcément les paroles, c'est pas en espagnol, alors que quand elle va parler, elle en parle un peu, mais elle chante pour ce rocher qu'elle honore, qui est un rocher qui a une légende autour de lui, qui s'est déplacé au fur et à mesure et qu'on a vu arriver dans le lieu où il est à présent. Et donc, elle vient régulièrement l'honorer, le célébrer et chanter le paysage. Très bien. Et c'est parti alors. Es la fuerza, es la energía, es lo que yo siento conexión con ello, es lo que yo creo, es lo que yo veo, es lo que me acompaña. Entonces a la naturaleza siempre le digo yo, me comprometo, estoy comprometida a hacer cosas sanas, a hacer cosas limpias, a hacer cosas positivas, y no las negativas. Y yo le digo, no permitas tú que yo haga cosas negativas, porque lo positivo y lo negativo está en tus manos. ¿Sí? La espiritualidad es algo muy, muy propio que uno tiene, pero uno tiene que vivirlo y practicarlo. Tengo que hacerlo, pero no puedo practicar otra cosa que no sea con la naturaleza misma. Ni imita kiman el upevilu tami buche ita nangai tumulayan ka ve mechita amuan pipelabun welu maisitu lol kentati amiche adgno aimi pilaita mine wenpe ve meuta ve miawan tatve purenianka. Eso de creer, de sentir que sí estoy apoyada, que yo no estoy sola. Pipi making a pulonco, pipi making a mapuche a poen. Lay the move, lay the move, lay the trump, pipi making a pulonco, pipi making a mapuche a poen. Venga, amulepe, longo meu, amulepe, ayegan, amulepe, longo meu.
es energía. Eso es para mí la espiritualidad, el respeto, conocer, practicar. C'est coupé. Priscilla, vous vouliez nous lire un petit quelque chose avant de Alors, terminer, pas le c'est ça lire, mais de vous inviter à lire ce texte magnifique d'Elton Krenak, qui est un philosophe et un penseur du peuple Krenak au Brésil, de la vallée du Rio Doce, et qui a écrit « Idées pour retarder la fin du monde ». Alors ça peut être un peu un titre fort, mais c'est des conférences qu'il a données. C'est un personnage absolument extraordinaire que j'ai rencontré au Brésil, et donc qui est sorti aux éditions du Dehors, qui est un petit livre, un petit pamphlet extraordinaire. Et je pense qu'il va vous donner beaucoup de courage aussi pour nous mettre en action et, comme on le disait, d'être dans cette croissance de solidarité, de lien, d'amour et voilà, de force pour nous engager. Très bien. Eh ben, merci beaucoup à toutes les deux. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci. Et tout de suite, je vais rendre la parole à Florence Besson pour parler d'un autre sujet aussi important. Quel droit pour la nature ?